Valentine est depuis des décennies une des grandes spécialistes de l'histoire de la laïcité, de l'histoire des droits de l'homme également. Elle est d'une part, et c'est la raison pour laquelle nous ne la présente pas ici, une de nos collègues membres de la Société de l'histoire des protestants et du français. Elle est aussi ma collègue et amie à l'École pratique des hautes études, où elle est titulaire d'une chaire qui s'appelle dorénavant Histoire comparée des laïcités, 18e, 21e siècle. Et cette mention du XVIIIe siècle me fait particulièrement plaisir parce que je pense en effet que la question des laïcités ou de la laïcité est née bien avant que le terme n'existe. Nous allons lui laisser la parole pour marquer ici le coup des 120 ans de l'histoire, les 120 ans et la loi de séparation des églises et de l'État. Valentine, merci d'être là. Merci pour cet accueil. Merci Hubert de me réécouter une seconde fois, même si je ne vais pas tout à fait dire la même chose que hier ou avant. Oui, hier. Le temps passe vite. Parce que j'aurais pu traiter d'un sujet qui aurait certainement fait l'unanimité, les protestants et la laïcité. Mais ce n'est pas tellement dans ce sens-là que j'avais envie de vous présenter les choses. On pourra en parler dans la discussion si vous voulez. J'évoquerai peut-être 2 ou 3 noms. Mais pour ceux qui ont assisté au dîner des protestants en novembre dernier, ont eu droit à un discours historique tout à fait clair de la part du président du Sénat, qui a déjà fait cet historique, donc je ne voudrais pas répéter trop les choses, et donc je vais être peut-être plus générale sur le principe de laïcité lui-même et pourquoi cette commémoration du 120e anniversaire donc de la signature du vote de la loi de séparation des églises et de l'État de 1905 est intéressante à célébrer et doit être aussi l'occasion d'un point de vigilance parce qu'il n'est pas tout à fait certain que la laïcité actuelle, telle qu'elle est pratiquée par nos gouvernements, soit aussi respectueuse que cela des grands principes qui ont été mis en place depuis la Révolution française jusqu'à la fin le début du XXe siècle, son aboutissement donc dans la loi de 1905. Je commencerai peut-être par dire que la laïcité, on en parle, laïcité, il faut d'abord se demander à quoi ça sert et pourquoi en France on y accorde une telle importance. Alors là, je vais en revenir à l'histoire qui vous est mieux connue, plus proche. C'est évidemment en raison de la violence et de la fracture religieuse extrêmement brutale et fauteuse de nombreuses guerres au XVIe siècle en France qui est à l'origine, si vous voulez, des premières pensées, si ce n'est de la laïcité, en tout cas des premières pensées de l'autonomie de l'État vis-à-vis des confessions religieuses, vis-à-vis des conceptions religieuses, politiques ou même religieuses. Et donc c'est à partir de ces, très rapidement, de ces réflexions d'un certain nombre de juristes, d'intellectuels de la fin du XVIe siècle, dont certains noms vous sont connus, comme Michel de l'Hôpital ou d'autres, qu'on va commencer donc à penser cette autonomisation progressive de l'État vis-à-vis du pouvoir religieux, en particulier catholique, mais aussi, puisque la réforme en France a été marquée par une forte emprise de la noblesse, d'une partie de la noblesse, donc de ces enjeux politiques qui finalement contaminaient aussi la pensée religieuse et qui rendaient les choses extrêmement compliquées d'un point de vue de la paix civile. Donc ces turbulences, plus que ça, ces violences du XVIe siècle
ont trouvé finalement une issue politique que vous connaissez par l'édit de Nantes de 1598, mais cet édit de Nantes, encore une fois, fait suite à plusieurs autres édits de pacification qui n'ont pas marché, et donc d'une réflexion politico-juridique extrêmement poussée sur la place du religieux. Vous connaissez la suite de l'histoire, alors que dans le reste de l'Europe, les tensions religieuses finissent par s'atténuer, que les majorités coexistent de manière plus ou moins déséquilibrée avec les minorités qui persistent dans les petits États ou les plus gros États européens. La France suit un autre chemin et à travers la révocation de l'édit de Nantes réinstaure le principe une foi, une loi, un roi et recommence les persécutions pour motif de religion. Et là, la pensée politique va de nouveau s'emparer de ces difficultés à la coexistence de la majorité et de minorité, et à travers des penseurs comme Pierre Bayle, à travers des penseurs comme John Locke, on va petit à petit instaurer l'idée qu'il est possible de croire à quelque chose de différent que le souverain dont on est le sujet. Cette pensée politique qui va mettre beaucoup de temps à se mettre en place va aboutir en France, pour ce qui concerne de la politique monarchique, par ce que je n'appellerai donc désormais plus l'édit de tolérance, mais l'édit de Versailles de 1787, qui est très important dans l'histoire de la laïcisation de l'État français, puisqu'il donne pour la première fois un État civil laïque, bon, le terme n'est pas employé à l'époque, aux non-catholiques, c'est-à-dire aux protestants, en l'occurrence, les juifs n'étant pas immédiatement concernés par ça. Mais le premier, l'étape décisive, si vous voulez, du processus de laïcisation, parce que je parle en termes de processus, parce que la laïcité, selon moi, n'a pas d'existence formelle qu'à travers la manière dont elle s'est installée, dont elle s'est ancrée dans la légitimité juridique. Donc ce processus de laïcisation va connaître un pas décisif avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et en particulier son article 10, nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Et j'insiste, alors cet article est intéressant pour les protestants parce que le pasteur Rabot-Saint-Étienne, député de l'Assemblée constituante, a mis toutes ses forces dans la rédaction d'un article qui permette ce dualisme complémentaire qui est fondateur de la liberté religieuse en France, qui est d'une part la liberté de conscience, nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses, et à côté, comme complément obligatoire, la liberté d'expression publique de sa croyance, donc pourvu que leur manifestation publique ne trouble pas l'ordre public établi par la loi, ordre public étant le motif juridique qui va persister tout au long de notre histoire et qui va être la limite à l'exercice des libertés. Alors évidemment, tout dépend de l'ampleur de l'ordre public et tout ça est une question évidemment très politique. Donc, premier seuil de laïcisation, pour paraphraser le modèle de Jean Bobéro, où on laïcise, donc on ouvre la liberté religieuse complète à l'égard des minorités qui sont présentes sur le sol français. Par ailleurs, on généralise l'état civil aux autres sujets du roi, plus seulement les protestants, et donc on instaure le mariage civil et le divorce civil, donc qui sont là aussi une étape très importante de l'autonomisation de l'État vis-à-vis des institutions religieuses et en particulier de l'institution catholique, puisque jusque-là, les baptêmes, la reconnaissance des naissances par le baptême, le mariage et les funérailles étaient scandés par l'Église catholique et donc évidemment rendaient la tolérance des autres cultes un peu plus compliquée. Le deuxième processus de laïcisation
très important dans l'histoire française, c'est, n'en déplaise à certains républicains, c'est le concordat assorti des articles organiques, c'est-à-dire la fin de la possibilité d'un État, d'une religion d'État, hein, puisque l'État va reconnaître 4 cultes. Alors 3 dans un premier temps, en 1802, puis à partir de 1806, le 4e qui est le culte israélite, donc 3 cultes chrétiens, et que désormais l'Église catholique ne peut plus prétendre à être la religion de tous les Français, ou la religion du pouvoir, elle est la religion de la majorité des Français. Alors le pape a un petit peu tiqué, en latin c'est écrit la majorité, la très grande majorité des Français. Mais bon, il n'en reste pas moins que ça n'est pas la totalité des Français, et donc là, si vous voulez, par le biais de ce travail de Bonaparte appuyé sur son juriste Portalis, eh bien, l'État devient neutre, en tout cas juridiquement. Donc ça, c'est le deuxième processus de la laïcisation. Cette laïcisation, elle va s'amplifier après un siècle de troubles de politiques, de régimes successifs qui vont se contredire les uns les autres, à chaque fois à travers des révolutions plus ou moins violentes. C'est avec l'avènement des Républicains et de leur programme à la fin au début des années 1870, donc à la chute du Second Empire, que le programme républicain va être mis en œuvre. Alors qu'est-ce que c'est le programme républicain? C'est prolonger, c'est finir l'œuvre de la Révolution, parce qu'à l'époque, la Révolution est considérée comme inachevée. Inachevée, et c'est les républicains qui vont se charger d'achever ce programme révolutionnaire, et ils vont le faire en détachant chaque institution détenue dans les mains de l'Église catholique, chaque institution régalienne, je dois dire par exemple l'éducation, la justice, les cimetières, l'armée, enfin bon, tout, la santé. Et donc c'est ce moment laïque, qui est d'ailleurs un moment européen, parce que d'autres pays en Europe ont une politique, si ce n'est similaire, en tout cas qui est là aussi une affirmation très nette de l'État-nation face aux institutions religieuses, un détachement qui se fait de manière soit brutale, soit progressive, mais en tout cas dans toute cette fin du XIXe siècle. Et donc l'État va s'affirmer ainsi comme souverain par rapport à toute croyance religieuse. Alors, est-ce que ça aurait dû fatalement se terminer par une séparation des églises et de l'État? Non. Il y a eu des tentatives, en particulier la première en 1795, par Cambon, mais qui était plus, à mon avis, moins motivée par l'idéologie laïque que par le besoin de se débarrasser de charges financières trop lourdes, en particulier tous les traitements et l'entretien des bâtiments cultuels depuis leur nationalisation par la Révolution française. Il y a eu une tentative aussi qui a été extrêmement éphémère, mais qui a marqué durablement les esprits et qui a peut-être fait que la séparation des églises et de l'État en France est arrivée assez tardivement dans le programme républicain. C'est la séparation qui a été faite sous la Commune, qui s'est accompagnée, vous savez, de violences contre les religieux, contre-violence ensuite des Versaillais contre les communards, violence qui évidemment dans le sang. Donc cet épisode extrêmement violent a fait probablement que cette séparation qui était au programme des Républicains, assez anticléricaux, ne s'est pas faite immédiatement, et en fait elle est le parachèvement, si vous voulez, de cette politique de laïcisation, donc des différentes institutions, l'école laïque, la laïcisation des emplois de fonctionnaires, par exemple à l'école ou à l'hôpital, la création d'un métier d'infirmière, et petit à petit le remplacement des religieux ou des moines ou des curés dans ces grandes institutions par un personnel laïque. Donc, on arrive là donc à une laïcisation presque complète, c'est-à-dire qu'on décide
que le système des cultes reconnus et du concordat sont nuls et non avenus et que les institutions religieuses vont devenir autonomes et privatisées dans le sens où elles ne rempliront plus désormais de services publics. Et c'est ce que veut dire l'article 2 de la loi de séparation des Églises et de l'État que vous connaissez. La République ne reconnaît, ne salarie et ne subventionne aucun culte. Ne reconnaît ne veut pas dire que l'État ne connaît pas les religions, mais qu'elle ne les reconnaît plus, c'est-à-dire qu'elle ne leur donne pas un statut public particulier. Ce qui est très important avec cette loi, et c'est ce qui persiste jusqu'à aujourd'hui, et c'est ce pourquoi nous sommes probablement très attachés à ce principe de laïcité, c'est l'article 1er, qui est un article qui finalement gouverne tous les autres, et qui est la traduction en langage moderne de l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen que je vous ai cité tout à l'heure. La République garantit la liberté de conscience, elle assure le libre exercice des cultes dans, je ne sais plus exactement la formulation, mais il y a encore l'ordre public, dans les limites de l'ordre public établi par la loi. Là aussi, vous voyez cette laïcité qui se pose sur cette séparation, qui se pose sur ces deux pieds, à la fois la reconnaissance de la liberté de conscience, mais il n'y a pas de liberté de conscience si la liberté d'expression publique du culte n'est pas, là aussi, garantie. Donc voilà, brosser à grands traits cette histoire de la laïcisation française qui aboutit donc à cette loi de séparation des Églises et de l'État, qui est une manière juridique d'agencer finalement ces relations entre un État souverain et des religions qui peuvent être multiples dans un espace national fermé. Alors, il y a une première question qui se pose, est-ce qu'on peut dire que la séparation des Églises et de l'État à la française est le modèle le plus achevé de laïcité? C'est un peu ce qui passe dans le discours public habituellement, de dire que l'exemple français est assez remarquable pour être un modèle pour les autres pays. Alors évidemment, vous entendez que dans mon esprit, ça n'est pas le cas, puisqu'il y a quand même un accent un petit peu cocardier, même si certainement la France a beaucoup apporté au reste du monde, mais sur ce sujet, il y a d'autres manières de faire. Et puis par ailleurs, la France n'est pas la première à avoir envisagé cette solution de séparation, puisque le rapporteur de la loi, Aristide Briand, avait fait faire une enquête sur les autres pratiques dans les pays étrangers, et en particulier s'était intéressé au système américain qui, là aussi, était basé sur un système de séparation, de non-reconnaissance par l'État d'aucune religion présente sur le territoire, et ce depuis le premier amendement à la Constitution de 1791. Il s'était aussi intéressé à un exemple qui peut-être était là aussi éclairant pour lui, puisque ça concernait un pays à grande majorité catholique, le Mexique, qui dès la fin des années 1850 a procédé à la séparation juridique entre l'État et la religion catholique. Donc il y avait des exemples, et peut-être la France est moins pionnière qu'elle a adapté, si vous voulez, un système qui était déjà connu. D'autre part, la deuxième question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ce système français, il est universel, universel ne serait-ce que même que dans les frontières, dans les limites des frontières nationales. Or, vous savez bien que non, je ne m'étendrai pas là-dessus, mais pour des raisons historiques, 3 départements métropolitains d'Alsace et de Moselle ne sont pas assujettis à cette loi de séparation des Églises et de l'État, et pour cause, puisque lorsque cette loi a été votée, ces départements n'étaient pas dans l'espace national français après la défaite de 1870. Ils reviennent dans le giron national, si je puis dire, en 1918, mais pour des motifs pour
ne pas les heurter dans leur désir. On leur pose la question de savoir s'ils veulent rejoindre le droit commun et ils refusent, préférant garder un certain nombre de bénéfices de leur droit local, qui est en fait une continuation, même avec quelques changements, mais très peu, continuation du système des cultes reconnus napoléoniens, donc, qui avait gouverné la France pendant plus de 100 ans. Donc, une exception géographique assez massive, hein, 3 départements. D'autres départements n'ont pas non plus été concernés par la loi de séparation, c'est les 3 départements d'Algérie de l'époque, hein, qui, donc, pour des raisons sécuritaires, et on va voir que la laïcité est souvent challengée par le besoin ou le désir de sécurité. Pour des raisons sécuritaires, il a été jugé dangereux de séparer en particulier le culte musulman de l'État, et donc on ne mord pas une main qui vous nourrit, et il valait mieux donc continuer à subventionner ce culte tout en le contrôlant étroitement. Et ça jusqu'à l'indépendance de l'Algérie. Donc il n'y a pas eu de remise en cause de ce système dérogatoire. Et puis vous avez pas mal aussi de territoires d'outre-mer qui ont un autre système de droit des cultes, et un qui est assez anecdotique mais amusant parce qu'il persiste encore aujourd'hui, même s'il est en train de s'effacer progressivement, le système du département de Guyane, qui est régi par une ordonnance de Charles X qui ne reconnaît que l'Église catholique, et le Conseil général actuellement continue de salarier les prêtres catholiques dans le département de Guyane. Donc vous voyez bien que quand on parle de laïcité en France, on ne sait pas forcément bien qu'il y a autant de régimes des cultes, et donc il y a autant de formes de laïcité, même si la plus générale et la plus importante est évidemment la laïcité séparatiste, enfin de régime séparatiste, qui est celui de la métropole. Troisième objection aussi à cette universalité et cette perfection du système français, c'est l'ambiguïté mise sur le non-subventionnement de certaines activités religieuses. Et là, vous me voyez peut-être venir avec mes gros sabots, mais la loi de Michel Debré de 1959 est une loi qui n'utilise peut-être pas le terme de subventionnement, mais qui permet à l'État de contribuer largement aux dépenses de l'école privée. Et comme cette école privée en France est à 90% catholique, on est là même dans un système qui qui prévoit une grosse dérogation à la règle du non-subventionnement. Cette règle de non-subventionnement, on pourrait aussi la traquer dans d'autres petits exemples, en particulier la retraite des clercs, qu'ils soient catholiques ou même protestants, je crois, qui est largement déficitaire et qui est en partie abondé par l'État pour combler ce déficit. Et puis il y a d'autres choses comme ça. Peut-être aussi un subventionnement caché qu'on oublie un peu trop souvent, mais chez les protestants on y est assez sensible, c'est le fait qu'une grande partie des bâtiments cultuels catholiques appartenant à l'État ou aux collectivités territoriales depuis la Révolution française sont donnés gratuitement, c'est les termes de la loi de 1905, accompagnés des lois complémentaires de 1907, sont affectés gratuitement au culte catholique. Ce qui veut dire, et vous en avez eu un exemple récemment extrêmement parlant, hein, la cathédrale Notre-Dame a été entièrement rénovée, alors à la fois sur des fonds privés, mais enfin du mécénat, mais en grande partie par des fonds publics, et le diocèse n'a pas mis particulièrement la main à la poche, puisque l'État est propriétaire de la cathédrale et que que le diocèse en est l'affectataire, et à l'affectataire à titre gratuit. Et d'ailleurs, vous avez peut-être suivi une polémique qui va peut-être ressurgir, hein, sur l'idée de faire payer l'entrée de la cathédrale Notre-Dame aux touristes, en particulier étrangers, mais enfin aux touristes en général, et ce qui est fait dans d'autres pays, et ce qui, vu le système de propriété et d'affectation à titre gratuit aux catholiques, aurait pu quand même être accepté par le diocèse. Mais enfin,
Donc ça, ce sont des décisions politiques, mais qui montrent encore que la symbolique catholique est extrêmement importante et qu'en dépit du fait que l'État est propriétaire depuis plus de 200 ans de ce bâtiment, fait de l'occupant le dernier à parler sur la manière dont celui-ci est employé. Je ne voudrais pas m'étendre plus longtemps, mais je vous montre quand même que ces exceptions, alors vous direz, c'est comme le français est une belle langue avec quelques exceptions. La laïcité à la séparation française est une belle langue avec quelques exceptions, dont certaines sont peut-être pas seulement symboliques, mais et c'est d'ailleurs assez étonnant pour les chercheurs qui travaillent sur ces sujets, c'est le manque de chiffres. Hein. On a beaucoup de mal à obtenir des bilans de ce que peut coûter finalement l'entretien du religieux, le subventionnement du religieux de nos jours, parce que les comptes ne sont pas publics, ne sont pas publiés et traités par des administrations différentes, ce qui fait que la recherche est très difficile. Alors, est-ce que l'État ne reconnaît, ne subventionne aucun culte, peut-être contrebalancé par l'article 1er, c'est-à-dire celui, je vous le rappelle, où la République assure la liberté de conscience et garantit le libre exercice des cultes. Alors comment cette règle de non-subventionnement peut être contournée en raison de cet article? Parce qu'il y a des lieux, et ça a été prévu dès le début par le législateur, il y a des lieux fermés où les citoyens ne peuvent pas exercer librement leur culte, puis ils ont leur liberté de conscience, mais pas... Alors vous les connaissez, ces lieux, c'est la prison, c'est l'hôpital, ce sont les internats, c'est l'armée. Hein. Et donc la République, en vertu de l'article 1er, est obligée de subventionner une pratique cultuelle pour permettre le respect de la liberté de conscience de tous les citoyens. Donc il y a ce premier stade. Et puis ce principe s'est étendu plus récemment avec l'arrivée d'une population de culture musulmane assez nombreuse, de plus en plus nombreuse, et le manque de lieux de culte attribués, enfin de mosquées, pour le dire très simplement, dans l'espace français, métropolitain français. Et donc là, on va aussi trouver un moyen, si vous voulez, de tourner un peu l'article 2 en trouvant des systèmes pour aider malgré tout et pour rattraper, si vous voulez, pour respecter aussi l'article 1er, c'est-à-dire que la liberté de conscience doit être le fait de tous, y compris des musulmans nouvellement arrivés. Et c'est comme ça qu'au niveau local, on a permis peu à peu la création de subventions sous la forme de location à titre très bas loyer de terrain, donc le système des baux amphithéotiques, donc de longue durée, et puis aussi le subventionnement par les collectivités territoriales de la partie non cultuelle des bâtiments cultuels. Je ne sais pas si vous entendez, donc c'est-à-dire tout ce qui concerne le culturel. C'est comme ça que la cathédrale d'Évry va être largement financée par l'État et les collectivités territoriales dans les années 80, puisque ne reste à la charge du diocèse que l'espace cultuel proprement dit. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir financer un très grand nombre de mosquées aussi dans les territoires à travers cet outil donc, de subventionnement uniquement de la partie culturelle. Donc il faut que les gens qui veulent ériger une mosquée prévoit une bibliothèque, prévoit une salle de réception, prévoit tel ou tel lieu qui n'est pas destiné au culte et qui permet donc de largement subventionner ces églises. Ça, c'est une manière, si vous voulez, de rattraper un peu cette règle de non-subventionnement qui est extrêmement brute et qui, évidemment, pouvait rentrer en concurrence avec l'exégèse de l'article 1er. Voilà donc un peu, si vous voulez, une laïcité séparatiste, anticléricale à l'origine, mais pas anti-religieuse, qui va trouver des accommodements pour faire respecter le principe premier que je vous ai largement énoncé,
et une laïcité qui était peut-être en train de changer ces dernières années, ces 30 dernières années, avec, j'arrive à la dernière partie de mon exposé, avec cette expression, cette nouvelle visibilité religieuse musulmane qui bouscule, si vous voulez, une espèce d'entre-soi, d'unanimité laïque qu'on avait jusque-là. Ça commence bien entendu avec la fameuse affaire dite des foulards islamiques au collège à la rentrée 1989. Cette nouvelle orientation du débat autour de la laïcité n'a plus quitté ce domaine jusqu'à aujourd'hui, et vous savez qu'on en suit les échos régulièrement, en particulier à chaque rentrée, ou presque, où une affaire de signes religieux est mise en avant, ou une proposition de loi visant à interdire les signes religieux agite soit le Sénat, soit alternativement la Chambre des députés. En général, ça n'aboutit pas, soit c'est le problème des signes religieux dans le sport, le problème des signes religieux dans l'espace public, et ça a donné lieu à 3 lois, dont une qui n'est pas motivée par le principe de laïcité, mais qui a trait quand tout de même à un phénomène religieux. La première, c'est la loi du 15 mars 2004 qui interdit les signes ostensibles, c'est-à-dire ceux qui sont véritablement visibles à l'école publique, donc en concernant les élèves du collège et du lycée public. Je rappelle que cette loi ne s'applique pas à l'enseignement privé sous contrat d'association, qui participe pourtant du service public. Donc loi du 15 mars 2004, après de nombreux atermoiements que je ne vais pas dérouler ici, loi qui a abouti à une pacification des débats, en tout cas qui a répondu au début à des interrogations des proviseurs, des principaux, qui ne savaient pas très bien comment se débrouiller avec cette nouvelle visibilité religieuse musulmane, mais qui pose une vraie question de transformation de la laïcité française, puisqu'elle déroge quelque peu au principe, c'est-à-dire que la neutralité qui est exigible dans l'espace public français était jusque-là la seule neutralité de l'État lui-même, et des fonctionnaires qui le représentent, et donc seuls les fonctionnaires étaient obligés de garder un devoir de réserve pendant l'exercice de leurs fonctions. C'est intéressant que la limite à la liberté de conscience et de religion des fonctionnaires était évidemment ponctuelle pendant l'exercice de leurs fonctions, mais elle était réelle. Donc c'était aussi une exception à l'article 1er. Bon, cette exigence de neutralité, d'invisibilisation du signe religieux s'étend maintenant aux usagers du service public, alors des usagers particuliers, des jeunes gens qui n'ont pas encore leur majorité et qui sont des élèves de l'école publique. Donc un changement, si vous voulez, une extension du domaine de neutralité, et on a vu que cette exigence de l'extension du domaine de la neutralité, de la non-visibilité religieuse dans l'espace public ne va pas cesser d'hanter nos édiles. Ainsi, on aura la loi du 10 octobre 2010 qui va interdire la dissimulation du visage, mais vous vous souvenez, toutes ces lois que je vous cite, elles ont des noms très neutres et généraux, mais elles ont commencé par être des lois, celle de 2004 contre le foulard islamique, sous-entendu, la loi de 2010 contre la burqa islamique, évidemment. Et donc ça, c'est une loi de sécurité qui n'est pas motivée par le principe de laïcité, mais néanmoins, le Conseil constitutionnel, quand il a examiné cette loi, a rappelé qu'elle ne pouvait pas s'étendre pour des motifs de maintien de la liberté de conscience et de la liberté de religion, elle ne pouvait pas s'étendre jusqu'au lieu de culte. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de se dissimuler le visage dans l'espace public partagé, pas seulement le domaine du public, mais l'espace public partagé, sauf dans les lieux de culte, sous-entendu évidemment, je suppose, musulmans, parce que je n'ai pas encore vu de pratique chrétienne ou juive de voilement intégral du visage. Donc loi de 2010, et enfin loi de 2021,
24 août 2021, pour les protestants, ça peut faire un petit peu grincer des dents, hein, parce que c'est quand même une date, le 24 août, qui est celle de la Saint-Barthélemy, du début de la Saint-Barthélemy. Donc 24 août 2021, une loi qui a été très disputée par les religions, en particulier par les protestants, parce qu'elle tend à durcir les termes de la police des cultes prévus déjà par la loi de 1905. Et en particulier, elle s'est appelée d'abord dans ses limbes loi séparatisme. Donc, alors, le séparatisme, alors c'est intéressant, il y a aussi un jeu sémantique, parce que moi je parle de régime séparatiste quand je parle de la séparation des églises et de l'État. Là, le séparatisme était envisagé comme le séparatisme social ou religieux de certains musulmans. Et donc, cette loi avait aussi comme but, enfin en tout cas à l'origine, d'essayer de faire rentrer les associations musulmanes, très souvent loi 1901, dans le dispositif qui était prévu pour les autres religions, c'est-à-dire le dispositif des associations cultuelles loi 1905, étant entendu que les catholiques ne sont pas régis non plus par le même système, mais je pourrais répondre sur ce point si vous avez des questions. Ça ne rentre pas dans le raisonnement actuellement, mais du moins, donc c'était durcir finalement ce système, non, c'était essayer de convaincre ces associations loi 1901 de s'inscrire dans un système association loi 1905, parce que vous savez que depuis des années, la question aussi pour l'État, c'est comment arriver à dialoguer avec les musulmans, puisqu'il n'y a pas d'autorité centralisée, et donc les acteurs sont extrêmement divers, et c'est difficile pour l'État d'avoir des interlocuteurs fiables ou identifiés. Donc le but initial, à mon avis, n'est pas réussi, puisque la loi de 2021 va durcir au contraire les règles de fonctionnement des associations cultuelles. Et c'est pour ça que les protestants s'y sont beaucoup intéressés et ont fait un énorme plaidoyer contre certaines des dispositions de cette loi, puisque on en revenait à un contrôle beaucoup plus rapproché des associations cultuelles par le préfet, et donc une demande d'autorisation qui doit être renouvelée tous les 5 ans, et un certain nombre de dispositions comme cela. Cette loi est par ailleurs très, très longue et a beaucoup d'aspects, donc je n'ai pas le temps de m'arrêter là-dessus. Elle est motivée en grande partie sur des motifs sécuritaires, vis-à-vis de l'enseignement à la maison, vis-à-vis des associations. Et elle prévoit quelque chose qui a fait bondir pas mal de gens, qui est l'extension de la neutralité exigée du service public aux associations délégataires du service public. C'est-à-dire que si vous travaillez pour une administration, si vous êtes une association ou si vous recevez des subventions d'une association, eh bien, vous êtes désormais théoriquement astreint, là aussi, au devoir de neutralité. Donc, encore une fois, on est dans la même philosophie de neutralisation du signe, qu'il soit particulièrement religieux, plus que politique, dans l'espace public. Alors, je ne vais pas... Je voudrais laisser un petit peu de temps à la discussion et je ne veux pas vous retenir trop longtemps, mais c'est peut-être là qu'il y a un motif d'interrogation et un motif de vigilance, je dirais, vis-à-vis de cette extension du domaine de la laïcité. Parce que le signe religieux musulman dérange, parce qu'il fait peur, pour toutes sortes de motifs tout à fait légitimes, hein, de terrorisme à coloration islamique djihadiste qui a endeuillé notre pays, mais on fait un petit peu des amalgames, si vous voulez, et on risque de faire un continuum qui peut mener à une politique raciste, hein, qui est de faire le continuum entre ce qui relève le signe religieux banal étant considéré ou interprété comme le signe d'une radicalisation ou d'une appétence pour une action violente ou antisociale.
Donc le raccourci a déjà été fait par une grande part, par une part importante de notre personnel politique, hein, et ça ne va pas en s'arrangeant. Et donc là, on est vraiment peut-être à un tournant. On avait un très beau système, très divers et pas forcément complètement rationnel, mais un beau système basé sur ce fameux article 1er que je ne cesse de chanter, si je puis dire, qui est aussi la garantie de nos libertés, pas seulement notre liberté de religion ou de conviction, mais notre liberté d'expression, hein, dans tous les domaines. D'ailleurs, petite parenthèse, la loi de 2021, les premières sanctions qui ont été prises au nom de cette loi l'ont été contre des associations tout à fait laïques, hein, des associations de lanceurs d'alerte ou des associations écologiques qui ont en particulier, au moment de l'épisode des bassins de Sainte-Soline, la municipalité de Poitiers, très, très clairement, a été sanctionnée pour avoir subventionné une association écologique qui s'est illustrée dans ces combats. Donc on est là peut-être dans un tournant sécuritaire et peut-être liberticide sur lequel il est important d'être alerté au moment où on célèbre cette loi de 1905. Donc il ne suffit pas simplement de la célébrer, mais peut-être de la maintenir dans son grand libéralisme et dans son opportunité à intégrer tous les citoyens de quelque religion ou conviction qu'ils soient. Je vous remercie. Vous avez la parole pour adresser vos questions à Valentine. Je voulais vous poser une question pratique. France Terre d'Asile, qui est une association de 1901 qui s'occupe de l'accueil des demandeurs d'asile en France et qui a un personnel assez important, de près de 2000 salariés, accueille donc les demandeurs d'asile avec un personnel et nous avons quasi-délégation de service public à des marchés que nous passons avec l'OFI, l'État, accueille donc beaucoup de personnes étrangères avec des jeunes femmes tranchées dont beaucoup souhaitent porter le voile. J'en ai eu une réflexion récemment au conseil d'administration, parce que si on appliquait dans toute la rigueur, la réglementation et la loi, nous devons leur demander d'abandonner ce voile, ce qui serait inévitablement une sorte d'incident. Et les représentants du personnel nous demandent de prendre position. Alors on a pris une décision courageuse. Donc, si le port du voile devait être une cause de trouble à l'ordre public, bien sûr, on prendrait une initiative, mais si l'absence des mesures tendant au retrait du voile était aussi une cause de trouble à l'ordre public, eh bien, on s'affranchirait de l'application de la loi. Voilà. Je voulais avoir votre... Mon avis, je vous remercie de votre témoignage. Mon avis est que il y va, alors c'est plutôt une question pour les juristes, d'interprétation du droit. Hein, Christine, on en a d'éminents juristes ici, on va leur poser la question. Oui, mais d'ailleurs, comment vas-tu? La grosse différence, c'est de savoir si l'association est une association qui exerce des missions de service public à proprement parler ou des missions d'intérêt public. Et la CIMAD, comme France Terre d'Asile, exerce plutôt des missions d'intérêt public et ne sont pas contraints de toute façon, n'ont pas de pouvoir de décision, enfin un certain nombre de pouvoirs que n'ont que les délégataires de missions de service public. Le problème, c'est que beaucoup d'associations pensent qu'elles exercent des missions de service public, or elles ne exercent que des missions d'intérêt public. Et elles ne sont pas dotées des pouvoirs qu'on sait qu'il y a des missions de service public. Et c'est une garantie que d'être missionné d'intérêt public et pas de service public. Et ça n'empêche pas d'être subventionné. Si je prends un exemple très, très neutre, les associations d'information et d'aide aux victimes, tout le réseau France Victimes est entièrement subventionné, enfin à 80% par l'État. Mais on peut être permanent ou bénévole dans une association d'information et d'aide aux victimes voilée.
Je transmettrai, s'il vous plaît. C'est vraiment Merci. la jurisprudence du Conseil d'État entre la mission de service public et la mission d'intérêt public. Mais le débat demeure, parce que beaucoup se battent là-dessus. Merci Et infiniment. je dirais même, on a là un exemple récent, la Vigie de la laïcité donc, que je préside, qui est une association de veille et d'expertise sur la laïcité, a décerné son premier prix cette année, enfin, c'est une jeune association, et elle l'a décerné à la Fédération d'entraide protestante pour une initiative qui consistait à réfléchir, enfin, à évaluer justement la part de jeunes femmes de culture musulmane désirant être voilées dans les cadres, enfin dans les associations de la Fédération d'entraide protestante, hein, puisqu'elles sont assez nombreuses, et la manière de les intégrer et de faire vis-à-vis de cette problématique, puisque finalement le discours ambiant contamine. Hein. Tout à coup, on se dit ben, le foulard, puisque c'est interdit dans tel ou tel endroit, et pourquoi chez nous alors bon. Donc il y a une vraie interrogation, et donc on a besoin, effectivement, merci Christine pour ces précisions juridiques, mais qui sont quand même assez subtiles hein, pour les présidents d'associations diverses qui sont confrontés à ce genre de problématiques. Et donc c'est très important qu'on soit à la fois informé, mais aussi qu'on soit vigilant à ne pas interdire à tout va, enfin, le voile islamique au seul prétexte que ça nous dérange visuellement. Je vais vous donner un autre exemple récent. SOS Amitié, que vous êtes plusieurs à connaître, se pose la question et interroge le comité d'éthique d'SOS Amitié sur la question de savoir si les bénévoles d'SOS Amitié peuvent porter le foulard. Or, alors là, les bénévoles sont derrière un téléphone Oui. dans des lieux privés, mais surtout, l'association, bien qu'étant d'utilité publique, n'est pas forcément investie d'une mission de service public. Oui, donc vous voyez, mais c'est là, c'est quand même, enfin, au-delà même de ces réglementations, mais excusez-moi, c'est vrai que de poser sans arrêt la question de savoir la légitimité, enfin, c'est à la fois raciste et sexiste, hein, moi je ne mâche pas mes mots, on se crée des problèmes là où il n'en existe pas, très franchement, voilà. On vient d'avoir un exemple, plusieurs exemples pratiques qui suscitent la question de savoir s'il existe, ou s'il existe encore, une parole protestante à propos de la laïcité. Qu'en dirais-tu? Merci Hubert, oui. Alors ça me replonge dans nos débats d'hier. Les protestants ont été des fervents supporters de la laïcité tout au long de son histoire parce qu'ils y trouvaient un intérêt évident qui était leur égalité citoyenne et leur liberté de culte qui leur avait été déniée et où ils avaient même été pourchassés pendant fort longtemps par le pouvoir à cause de cette liberté de conscience qu'on leur déniait. Donc les protestants ont, dans une France qui était extrêmement divisée au XIXe siècle entre celle qui voyait avec nostalgie la monarchie, la France des 14 siècles de monarchie catholique, légitimiste, etc. Puis ceux qui se sentaient les successeurs ou ceux qui voulaient finir cette révolution française inaboutie selon eux à cause du coup d'État napoléonien, entre ces deux sensibilités, elles ont joué pendant tout le XIXe siècle et les protestants se sont évidemment trouvés du côté, non pas monarchiste, légitimiste et catholique, mais plutôt du côté républicain. Et donc politiquement, se sont situés du côté républicain et on ne compte pas le nombre de collaborateurs républicains de la fin de la Troisième République qui ont travaillé à cette laïcisation de l'État parce que, évidemment, ils avaient une pensée libérale en ce sens, intéressée mais libérale, et que donc c'est du côté des républicains qu'ils trouvaient les solutions à leur survie et à leur égalité citoyenne. Désormais, depuis quelques années, on ne peut pas dire que cette
équivalence qui a longtemps été faite entre protestants et gauche républicaine, enfin en tout cas républicains et de préférence à gauche, elle se dissout. Elle se dissout. Le protestantisme a un comportement électoral qui n'est plus du tout celui de leurs ancêtres. Et donc il y a des protestants dans tous les partis politiques et avec toutes les sensibilités politiques. Et donc même si rituellement je pensais au dîner des protestants, mais je pensais aussi à la grande célébration des 500 ans de la Réforme en 2017 où a toujours insisté dans les grands discours de dire que les protestants étaient les vigies de la République, étaient les meilleurs alliés de la République, qu'ils étaient les garants de la laïcité, etc. C'est de moins en moins évident, hein, et on le voit dans les médias protestants, et avec aussi l'essor d'un protestantisme évangélique qui n'a plus les mêmes racines, qui n'a plus le même background historique, la même mémoire historique que les luthéraux réformés. Il y a vraiment là, c'est la fin d'un vote protestant, hein, et je pense que le dernier éclat, si vous voulez, de cette gauche républicaine et protestante, ça a été le ministère Mauroy avec ses 5 ministres et ses 3 secrétaires d'État de culture protestante qui ont habité. Donc, il y a peut-être moins de vigilance des protestants vis-à-vis de cette laïcité qui a été pourtant leur chance, hein, qui a été pourtant leur chance citoyenne. Même si, par exemple, pendant la période de l'affaire Dreyfus, la solidarité des minorités a été effective, hein, en grande partie, puisqu'il y a eu beaucoup aussi d'éminents protestants qui ont été dreyfusards très, très tôt, alors que la France catholique était plutôt anti-dreyfusarde. Cette solidarité avec la nouvelle minorité n'est pas forcément évidente, hein, pour tous. Donc, est-ce que c'est intéressant de se poser la question de cette identité historique qui finalement se dissout un peu les protestants deviennent des citoyens comme les autres, quoi. Je peux donner un exemple intéressant de l'hôpital. J'ai été hospitalisée à 62 jours et j'ai bavardé avec tout le personnel, soignante, le médecin-chef et tout. Donc, avec le problème du voile, je dirais que les 3/4 du personnel étaient musulmans. Alors, le médecin-chef a eu une idée géniale. Tout le monde porte le voile, mais noué sur le crâne. C'est-à-dire, comme si c'était un turban, mais pas tout le monde est voilé, mais garçons et filles, donc comme ça, il n'y a pas de problème. Et avec une égalité totale. Et il m'a dit, vous voyez, comme ça, on est tous voilés. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant. Mais ce qui me préoccupe plutôt, moi, c'est de voir que les jeunes générations ne voient pas du tout le problème de la laïcité de la même manière. Là, j'habite à côté de la Sorbonne Nouvelle, et puis dans mon quartier. Donc c'est intéressant parce que ils ne comprennent pas, tous ces jeunes, pourquoi on allait à chaque lieu sur le voile. Et je pense qu'ils ne comprennent plus du tout ce voile. Et au contraire, ils trouvent qu'il faudrait tout tolérer, que ça serait beaucoup plus sympathique et que ça éviterait des tensions. Alors j'aimerais savoir ce que, en particulier, la pensée protestante pense de ça. Alors, je crains de ne pas pouvoir vous dire ce que pensent les protestants, parce que, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, et puis c'est un peu une tradition chez les protestants, il y a une opinion par protestant ou presque, ou un peu plus, oui. En revanche, ce que vous remarquez avec tout à fait acuité, c'est que, et ça a été mis en avant par deux de mes collègues qui viennent de signer un livre qui s'appelle « Les jeunes et la laïcité », Philippe Portier et Charles Mercier, qui ont fait des études là quantitatives et qualitatives pour comprendre la conception de la laïcité dans la jeunesse, du moins dans une partie d'entre elles, et qui montrent effectivement cette plus grande tolérance aux signes religieux dans la jeunesse, cette banalisation de l'expression individuelle, si vous voulez. On est dans
une génération très attachée aux identités personnelles, aux identités individuelles et à la liberté, et donc qui ne comprend pas ces règles que j'estime récentes, les règles d'invisibilisation du religieux donc, depuis la fin des années 80. Et donc on a une espèce de backlash qui est très très mal compris par l'élite politique actuelle, qui répond par mais alors c'est incroyable, il faut plus de formation sur la laïcité, il faut les catéchiser. Enfin, on est dans l'esprit du catéchisme de la laïcité. Voilà. Et moi, je pense qu'il faut faire attention parce qu'on sait très bien que pour la période adolescente, le catéchisme, ça ne fonctionne pas bien, que c'est la première chose qu'on jette par-dessus les orties, et que par ailleurs, cette génération, elle va nous succéder et c'est elle qui va faire la laïcité de demain. Donc, plutôt que d'être tout le temps dans l'affolement, la panique morale et le désir soit de les rendre conformes à ce qui devrait être et tout ça, il faut les entendre et peut-être mieux s'expliquer et mieux débattre. Et en tout cas, faire très attention que la laïcité d'invisibilisation du religieux, qu'elle ne ressemble pas à un règlement intérieur avec une liste d'interdits, qui évidemment ne rend pas la laïcité très, très désirable à ces jeunes qui ont d'autres manières de voir les choses. Donc moi, je ne suis pas complètement inquiète, je serais assez pour une banalisation un peu de ces discours, d'arrêter de se focaliser sur le signe, évidemment d'être très attentif à l'éventuelle radicalisation, qui est aussi une réalité dans cette jeunesse. On l'a vu à maintes reprises dans les années précédentes, mais ne pas braquer, si vous voulez, toute une génération au motif qu'ils ne seraient pas réceptifs à la laïcité telle que nous l'entendons. Aussi, il y a cette culture religieuse de mélange. Oui, alors en plus, ça se combine aussi avec effectivement une rupture dans la transmission qui a là aussi été étudiée par les sociologues. Je pense par exemple au travail de Guillaume Tuchet sur le catholicisme, qui montre très bien que à partir des années mi-60, des années 60, la transmission dans les familles s'arrête. Et donc on arrive avec des générations qui n'ont plus de culture religieuse, mais qui ont une certaine curiosité tout de même pour le religieux. Alors ça peut prendre des formes un peu exubérantes ou des formes un peu peut-être trop, je ne sais pas comment les qualifier, trop enthousiastes, voire trop un peu fondamentalistes. Mais c'est pour ça que c'est aussi important de parler du religieux dans l'espace public. Si on l'invisibilise complètement, on n'arrivera pas non plus à le connaître, et si on ne le connaît pas, il risque de ressortir par ses aspects les plus funestes. Moi, je suis frappé en t'écoutant du fait qu'il y a une politique du vêtement qui est la plupart du temps une cause du vêtement féminin, et que ce police s'exerce en France de manière inverse mais finalement symétrique à une politique du vêtement telle qu'elle peut s'exercer en Iran ou en Afghanistan. Je fais exprès Alors tu vas beaucoup plus loin que moi, je te laisse responsable. Et ce n'est pas non plus polémique ce que je vais dire, mais je pense que cette visibilisation d'un certain nombre de signes vestimentaires, féminins en particulier, nous permet d'invisibiliser un discours, je ne dirais pas de la France toute catholique, mais d'un discours dans lequel, au fond, quelque part, on réinvestirait l'idée que les vraies valeurs de la France sont celles-là et non pas celles qui ont été apportées. Donc le retour à la norme, ce ne serait pas forcément qu'un retour à la norme laïque, ce serait peut-être un retour à une norme bien en tête.
Hein, bah écoute, oui, bah, on peut penser ça comme ça. C'est vrai qu'il y a quelque chose d'injuste dans la manière dont c'est toujours le vêtement féminin qui est pointé, et pas seulement le vêtement religieux, hein, ça peut être le crop top, ça peut être voilà, la mini-jupe en son temps, le burkini, qui était quand même là une histoire de laïcité absolument folle. Hein, puisque, enfin bon, je ne veux pas m'étendre là-dessus. Oui, il y a quelque chose qui, pour l'historienne, rappelle un certain climat du 19e siècle extrêmement paternaliste, hein, et puis une histoire du vote, par exemple, en France, qui est un des derniers pays démocratiques à avoir accordé le suffrage aux femmes, hein, et moi, j'étais encore sur mes bancs de lycée, j'apprenais qu'en 1848, on avait décrété le suffrage universel et personne ne posait la question de savoir de quel universel on parlait, qui était l'universel masculin. Donc il y a quand même là aussi pourquoi je rappelle ça? Parce que pour dénier le droit de vote aux femmes, on pense, les radicaux socialistes qui ont fait blocage disaient elles sont sous la coupe des curés et donc elles vont mal voter. Hein. Donc qu'est-ce qu'on faisait à ce moment-là? On déniait toute agentivité aux femmes, qui étaient forcément des pauvres victimes de leur mari, de leur famille, du curé, et qui étaient incapables de penser par elles-mêmes. Et il y a cette impensée qui fonctionne aussi vis-à-vis des jeunes filles qui portent le hijab, c'est-à-dire on a tout de suite avancé le fait qu'elles étaient dans les quartiers, il y a de la réalité aussi là-dedans, hein, mais il faut être évidemment, mais qu'elles étaient forcément victimes de leur père, de leur mari, etc., qu'elles ne pouvaient pas non plus décider par elles-mêmes. Or, nombre d'études sociologiques depuis 1989 montrent qu'au contraire de la jeunesse, que la plupart, la grande majorité de ces jeunes filles le décident par elles-mêmes. Elles le décident par elles-mêmes, pas sous une contrainte ou à cause d'une peur quelconque, mais parce qu'elles y voient une forme d'affirmation identitaire ou autre comme ça. Donc il y a toute forme si vous voulez, le motif du vêtement religieux par les jeunes musulmanes, qu'on peut évidemment trouver choquant pour nous, parce qu'on a aussi, nous, le souvenir du voile comme oppression féminine dans le catholicisme, hein, à travers les religieuses voilées, etc. Donc il y a tout un imaginaire aussi qui se développe autour de ce signe, mais qui n'est pas forcément compris par ces jeunes filles qui n'ont pas cet imaginaire de l'oppression catholique et qui considèrent que dans un pays démocratique où elles ont le droit de vote, où elles ont le droit de faire les études qu'elles veulent, où elles ont le droit d'avoir un métier, elles ne sont évidemment pas dans un système autoritaire comme en Iran. Et elles ont le choix et elles font le choix. Et par ailleurs, enfin pour en finir avec ce signe qui rend fou, hein, parce que le discours sur le voile depuis 1989, ça n'arrête pas, et évidemment les positions peuvent être très tranchées. Un voile, ça s'enlève. Hein. C'est pas une mutilation physique, c'est pas une mutilation génitale, c'est pas voilà, c'est pas un tatouage, c'est un bout de tissu. Hein. Et il faut peut-être aussi raison garder et se dire qu'un bout de tissu, ça tombe. Hein, voilà, c'est pas greffé sur le crâne de ces jeunes filles pour l'éternité. Merci Valentine. On est parti des guerres de religion, c'est la Révolution française, c'est l'intimidation, les quelques histoires d'art, de 1905, et nous voilà en pleine actualité. Bon, c'était là. Oui. Merci beaucoup de nous avoir à la fois fait faire de l'histoire et réfléchir sur l'actualité. Et du coup, Merci.